Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Je pense que oui. Si ce n'est pas le cas, du moins dans le chat public. Donc, ravie de vous retrouver pour cette conférence qui est pensée plutôt comme un petit atelier pratique d'une trentaine de minutes, 30-35 minutes, sur le thème donc, de la candidature en Allemagne. CV, lettre de motivation, entretien d'embauche. L'idée, c'est de faire ça très praxisnah, comme on dit en Allemagne, avec des exemples très concrets, des points assez généraux, surtout des retours d'expérience, que c'est quelque chose que je vois, que je fais au quotidien, et de laisser place à la fin à vos questions. Vous pouvez les poser simplement en vous exprimant, en activant votre micro, ou bien dans le chat public. Je répondrai avec plaisir. On va commencer tout de suite rapidement à mon propos. Donc, Alice Billard, je suis recruteuse chez Fradeo, donc le cabinet de recrutement de la ville de la France, centre d'affaires franco-allemand et organisateur de ce salon Connecti. Je suis française. Je travaille en Allemagne depuis 3 ans. J'y habite aussi. Donc, le franco-allemand, c'est mon quotidien. Plus précisément, Fradeo, je le disais, donc c'est un cabinet de recrutement spécialisé dans la recherche de profils franco-allemands pour des sociétés majoritairement francophones, germanophones, et principalement en France et en Allemagne, mais ça peut aussi être la Belgique, par exemple, ou la Suisse, ce genre de pays. C'est aussi Fradeo, donc un job board. Un job board qui vous permet en fait en tant que société de poster vos offres. On y retrouve les offres évidemment de nos clients en recrutement. Et puis c'est, comme vous le disiez, l'organisateur du salon donc Connecti, sur lequel vous êtes aujourd'hui et qui est organisé depuis une dizaine d'années par la ville de la France historiquement. Donc, comment réussir sa candidature en Allemagne? Plusieurs points. D'abord, donc évidemment, en amont, on va avoir regardé les offres, on va s'être informé sur sa motivation, pourquoi je veux venir travailler en Allemagne, qu'est-ce qui me motive, tout ça, c'est des éléments qu'on retrouvera notamment pour la lettre de motivation. Mais très concrètement, mettons que vous avez trouvé une offre qui vous intéresse sur le site d'un cabinet de recrutement ou d'une entreprise. Comment on candidate? Il faut savoir que le CV en Allemagne, le Lebenslauf, est un vrai dossier en fait. Un dossier sur lequel vous avez d'abord une page de garde, ensuite vous avez le CV à proprement parler, la lettre de motivation et tous les certificats de travail et diplômes. Donc si on détaille, le CV en Allemagne, ça va être plutôt un document très exhaustif, même si vous avez entre guillemets que 3 ou 4 ans d'expérience, ou même si vous êtes un profil junior, c'est pas rare en Allemagne de voir des CV qui font minimum 2 pages, voire 3. Au-delà, ça commence à faire beaucoup, mais du coup, c'est des CV qui sont assez aérés, avec plusieurs bullet points par expérience. On n'hésite pas à bien détailler sa formation, à détailler des formations, des Schulungen qu'on peut avoir suivies durant son parcours. Tout ça, c'est des compétences qu'on a acquises et qui sont importantes à mettre en avant. À détailler un petit peu ses hobbies des fois aussi, et à mettre en avant des éléments assez tangibles. Les Allemands sont assez friands d'exemples. Donc, si on est par exemple un commercial, mettre en avant le chiffre d'affaires qu'on a généré, si c'est pas une donnée confidentielle, mettre en avant globalement des succès en fait sur ces postes. Sur d'autres types de postes, c'est tout à fait possible aussi, en marketing, sur tout type de poste, on peut trouver des succès, et ça va donner autant d'éléments aux recruteurs que vous aurez en face de vous après pour vous poser des questions. Ça, c'est pour le CV. D'autres petits éléments sont par exemple le fait qu'un CV en Allemagne va être daté et signé. Donc, il faut bien penser à le mettre au jour à chaque fois pour chaque recrutement. Et qui a cette fameuse page de garde. Ça peut être des fois un petit peu déconcertant. Une grande photo. C'est pas rare que des candidats mettent des fois aussi une petite citation. Donc évidemment, si vous mettez une citation, attendez-vous à recevoir des questions à ce sujet-là, et donc agrémenter cet élément. Mais ça peut être un point de départ. Vous allez aussi avoir des éléments en en-tête et bas de page, tels que à chaque fois votre numéro de téléphone, votre adresse mail. Donc c'est très complet. Après, on va avoir une lettre de motivation, le Bewerbungsschreiben. Donc, ça reprend à peu près les mêmes codes que ce qu'on peut trouver en France, classiquement, ou même dans les pays anglophones. Mais c'est important toujours, ça on le soulignera jamais assez, de la cibler, cette lettre de motivation. Donc, n'hésitez pas à être assez punchy,
assez engageant dans votre accroche notamment, plutôt que de dire voilà, je me permets de vous soumettre ma candidature au poste XY. N'hésitez pas à être un petit peu engageant. Un exemple qui me vient en tête tout simplement, puisque je reçois des lettres de motivation tous les jours pour des candidats, c'est une sorte de gradation entre quelqu'un qui avait utilisé des chiffres, alors je sais plus, quelque chose comme 3 langues parlées, 2 années passées en Allemagne et une très grande motivation pour vous rejoindre, etc. Et après, la personne avait enchaîné sur pourquoi l'entreprise, et puis elle avait parlé d'elle. C'était très original, et c'est ce qui va aussi éveiller voilà, l'intérêt pour votre candidature. Pensez-y. Et évidemment, les certificats de travail et de diplôme, même si c'est vrai que les diplômes ne sont pas tout à fait perçus de la même manière en Allemagne qu'en France, c'est-à-dire qu'on va surtout regarder ce que vous avez étudié plutôt que l'école dans laquelle vous avez été, globalement. C'est important de mettre vos certificats, parce que ça va ajouter de la crédibilité à votre dossier. Et pour ce qui est des certificats de travail, il faut savoir que quand on a travaillé en Allemagne, on reçoit en fait tout un certificat qui est très très détaillé, avec une vraie note rédigée par l'ancien employeur ou le service RH. Ces certificats donnent lieu à des notations, donc par des organismes spécifiques. Donc c'est tout un microcosme, et quand on a un certificat en Allemagne, en général, voilà, ça a une vraie valeur. Je sais qu'en France, en général, c'est plus un document qui va reprendre les dates où vous avez été engagé dans la société et tout simplement voilà, le poste occupé et les tâches. Mais c'est aussi important de l'insérer. J'ajoute que ces certificats, que ce soit de diplôme ou de travail, n'ont pas besoin d'être traduits. Les questions viennent souvent des candidats. C'est absolument pas une nécessité, sauf si vraiment vous aviez un certificat dans une langue, je ne sais pas, en arabe ou en chinois par exemple. Et encore, c'est pas quelque chose qui est demandé. Par contre, les recruteurs vont vous demander votre CV ou votre lettre de motivation en anglais, en français ou en allemand. Ça dépend. Donc ça, c'est pour le dossier de candidature. Là, vous avez un petit exemple. Donc là, typiquement, c'est un monsieur qui avait mis une en-tête, ça c'est important, sur son dossier. Donc j'imagine qu'il l'avait bien adapté à l'offre, une offre dans la logistique. Il y avait quelques petits 2-3 lignes sur ses corps compétences, on va dire, et puis une photo. Voilà. Donc pour résumer, le CV en un mot-clé, c'est l'exhaustivité, ce qui implique que ça peut faire plus d'une page. Et il faut mieux avoir le plus d'informations possible qui donnent base à une discussion que moins. Et voilà, concrètement, ça peut ressembler à ça. La lettre de motivation, il faut être concret, surprendre avec une belle phrase d'approche, et évidemment adapter la lettre aux attentes du poste visé. Là-dessus, je peux vous donner quelques petits tips, comme on dit en allemand. Sachez que les recruteurs, que ce soit des recruteurs qui travaillent dans un cabinet ou des recruteurs qui sont en entreprise, dans les services RH, vont beaucoup travailler par mots-clés. C'est-à-dire que pour les offres qu'ils ont, il va y avoir des mots spécifiques qui vont être souvent placés dans l'offre d'emploi, qui serait avantageux que vous repreniez dans votre lettre de motivation. Alors, sans y aller avec vos gros sabots, mais si vous avez un mot-clé, essayez de tourner autour, mais pour être bien sûr qu'en fait, dans votre lettre de motivation, vous allez bien expliquer en quoi vous correspondez au poste. Voilà. Donc, faites un vrai travail d'analyse de l'offre d'emploi par mots-clés et essayez de remettre ça dans votre lettre de motivation en expliquant en quoi vous apportez telle ou telle compétence, par exemple, ou telle compétence linguistique. Ensuite, l'entretien d'embauche. Donc, je dirais que c'est là que parfois on est le plus entre guillemets démuni quand on est en Allemagne, parce que voilà, c'est d'autres codes culturels, c'est d'autres interlocuteurs. On s'exprime pas forcément non plus dans sa langue maternelle, que ce soit l'allemand ou éventuellement l'anglais. Donc là-dessus, quelques retours d'expérience, parce que chez Fradeo, en tant que recruteur, on fait passer des entretiens d'embauche aux candidats tous les jours, en général par téléphone ou par visioconférence. Quelques éléments en amont. Sachez que les recrutements sont souvent anticipés, donc c'est pas rare que vous puissiez postuler à une offre où le poste est à pourvoir dans X semaines ou X mois. C'est pas du tout un signe que le poste n'est finalement pas à pourvoir ou que la décision va être mise à plus tard. Au contraire, les Allemands anticipent beaucoup, étant friands de valeurs telles que la sécurité, l'organisation, la planification. C'est pas rare du tout qu'ils s'y prennent bien en avance, et ça se retrouve dans les offres d'emploi. Ensuite, vous allez avoir en face de vous des employeurs allemands, germanophones, qui vont vous poser beaucoup de questions. Et ça, c'est pour mieux vous connaître. C'est absolument pas une marque de défiance. Justement, ils vont prendre votre Lebenslauf, votre CV détaillé. Ils vont vous demander de détailler certains points, d'en expliquer d'autres. C'est un échange. Et le but, c'est pour eux de savoir à qui ils ont affaire. Ils sont très sachlich, comme on dit en allemand. C'est-à-dire qu'ils s'attachent aux faits
Et là-dessus, voilà, ça donne lieu à des questions très précises. Répondez en confiance. Il faut vraiment voir l'entretien d'embauche en Allemagne avec un interlocuteur germanophone comme un échange d'égal à égal. Vous êtes quelqu'un qui apporte ses compétences au service d'une entreprise. L'entreprise vous apporte un poste et tout ce qui va avec. Une sécurité de l'emploi, un cadre, un salaire, etc. Mais il n'y a pas de raison de vous sentir, entre guillemets, démuni ou amoindri parce que vous êtes en position de rechercher un emploi. C'est pas du tout ça. Ils vont vous poser beaucoup de questions. Répondez-y du mieux que vous pouvez. Si vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas à le dire non plus. L'honnêteté est souvent très, très appréciée. Et à l'inverse, n'hésitez pas vous aussi à poser des questions. On a parfois des clients qui nous disent, malgré le fait qu'on ait préparé les candidats, que les candidats n'ont finalement pas beaucoup posé de questions, même si vous êtes très bien informé sur l'entreprise, même si l'entreprise vous a elle-même énormément donné d'éléments, préparez-vous toujours une liste de 2-3 questions que vous allez poser. Et si jamais ces questions ont trouvé leur réponse, trouvez-en d'autres. Parce que le fait de ne pas en poser, ça peut justement, pour le coup, éveiller un petit peu la défiance des interlocuteurs germanophones. Et enfin, soyez pas étonnés d'avoir 1 ou 2 entretiens. Des fois, ça peut être plus. En général, en Allemagne, on s'en tient 1 ou 2 entretiens. Des entretiens avec finalement pas mal de personnes en face de vous. Vous pouvez avoir le N+1 direct du poste, une personne du service RH, voire une autre encore personne, parce que les décisions en Allemagne sont prises de manière assez collégiale. Et un recrutement, c'est quelque chose d'important, c'est stratégique dans une entreprise. Donc, plusieurs personnes vont être là pour pouvoir après acter et prendre les décisions. Donc, ne le voyez pas, encore une fois, comme un élément qui peut être de la défiance, du genre, voilà, oh zut, j'ai 3 personnes en face de moi, je suis un peu passée à la moulinette, pas du tout. Au contraire, c'est vraiment un gage de confiance et c'est l'opportunité pour vous d'obtenir le plus de réponses possibles à vos questions, justement, parce que vous allez avoir, je sais pas, une personne au niveau des RH qui va pouvoir répondre aux questions qui ont trait au contrat, aux heures de travail, à des points très pratiques, à l'organisation de l'entreprise en général, et puis une personne dite opérationnelle, ça peut être le N+1 du poste ou quelqu'un de l'équipe, qui va pouvoir vous informer sur le quotidien, sur le poste, les objectifs, les tâches, etc. Donc, faites usage de cet avantage. Comme je disais, l'entretien d'embauche, pour revenir là-dessus, est un échange d'égal à égal. J'insiste là-dessus parce que disons que la mentalité quand on entre en entretien d'embauche n'est pas tout à fait la même en Allemagne qu'en France. Et ça, on le voit vraiment tant au niveau des recruteurs que des candidats. Les recruteurs en France, on est parfois habitués à des entretiens qui sont un petit peu durs, avec des questions qui sortent un peu de nulle part, type, voilà, des fois, si vous étiez un animal, que seriez-vous? Enfin, c'est pas le genre de questions qu'on va vous poser en Allemagne. Par contre, on va vraiment vous poser des questions très, très spécifiques, comme je vous disais tout à l'heure, sur vos succès, sur des points très précis, sur pourquoi aussi vous avez changé de poste. Ça, c'est un point important à mettre en avant éventuellement dans votre CV, ou en tout cas à bien préparer comme question. Voilà, le recruteur va faire attention à la cohérence et tout changement de poste doit bien être explicité. C'est vrai que quelqu'un qui a passé aussi un peu de temps sur un poste, ça va un petit peu éveiller la défiance. Donc, n'hésitez pas à bien expliquer si c'est la société qui s'est retrouvée dans une situation économique compliquée, si c'est des raisons familiales. Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais il faut que le recruteur en face de vous, il puisse comprendre pourquoi vous avez changé. Parce que la notion de stabilité, comme je vous le disais, est très importante en Allemagne. Donc, on va chercher à savoir globalement si on peut s'engager sur le long terme avec vous. Vous avez aussi quelque chose qui est assez spécifique dans les processus de recrutement en Allemagne, dans les pays germanophones en général, c'est la journée de découverte. Donc là, je mets une petite nuance avec Corona. C'est vrai que on le retrouve un petit peu moins parce que ça consiste en fait à une journée entière ou une grosse demi-journée sur site où vous allez rencontrer, si un site de production, tout ce qui concerne la production, les différents services, pas forcément seulement celui dans lequel vous allez travailler, mais aussi les autres, tout interlocuteur pour vraiment qu'à la fin, vous puissiez ressortir en vous disant « Ok, est-ce que je veux travailler dans cette entreprise ou pas ?» Dans l'idée que l'entreprise va aussi un petit peu se vendre à vous. Donc, les journées de découverte, c'est assez fréquent en Allemagne. Voilà, depuis Corona, on le voit un petit peu moins, mais ça reste quand même assez la norme de proposer ça aux candidats. Pour votre entretien en Allemagne, on ne le répétera pas assez, on ne peut pas faire de clichés, mais c'est vrai que la ponctualité, c'est très important. Le respect du temps, le respect de votre temps, de celui de votre interlocuteur. Donc, n'hésitez pas à venir 5 à 10 minutes en avance. Ce sera même apprécié de voir que vous êtes en avance parce que voilà, ça peut faire démarrer tout ça sur de mauvaises bases. Sinon, soyez exhaustif et concret, comme je vous le disais. Mettez surtout en avant votre expérience professionnelle. Donc là, je reviens aussi sur un point qu'on voit dans le CV. La notion, par exemple, de classe préparatoire n'est pas du tout connue en Allemagne. Ça n'existe pas. Après le Abitur, donc le bac,
On arrive directement en général dans le système universitaire. Et il n'y a pas ce système très élitiste, en fait, qui est typiquement français avec la classe préparatoire 2 ou 3 ans, les grandes écoles. Donc, vous pouvez éventuellement parler d'un Vorbereitungsstudium ou ce genre d'éléments, mais on ne comprendra pas vraiment ce qu'il y a derrière en termes de 2 ans sans vie sociale, de capacité de travail, etc. Donc, si vous voulez le formuler avec vos mots, n'hésitez pas. Mais sinon, attachez surtout de l'importance aux matières, aux faits que vous avez étudiés et aux expériences concrètes, c'est-à-dire vos stages, vos stages ou vos expériences en alternance, par exemple, le Dualstudium, on dit en allemand, et à tout ce que vous avez pu faire aussi à côté en termes associatifs. Essayez toujours de transformer ces expériences en compétences, d'expliquer ce que vous avez pu apprendre, que ce soit un nouveau logiciel que vous avez appris à utiliser, que ce soit la relation client en général, que ce soit une langue, des compétences interculturelles. C'est ça qui va vraiment faire écho chez les employeurs allemands, plus que de dire que vous avez fait telle ou telle école. Les écoles ne sont pas autant classées, même beaucoup moins qu'en France. Au contraire, vous risquez de paraître un petit peu un petit peu décalé, voire même parfois un petit peu autant si vous parlez comme ça en Allemagne. Donc, attachez-vous aux matières que vous avez étudiées et aux projets que vous avez menés aussi à l'école. Ça peut être intéressant. Précisez donc la nature de vos diplômes, pas tant que ce que vous avez, l'école dans laquelle vous avez été. L'entretien d'embauche, souvent on l'a dit, ça se fait aujourd'hui par téléphone, par visioconférence, donc le format qu'on utilise aujourd'hui le montre bien. Il faut faire attention à plein de petites choses, au fond qu'on utilise, au ton de sa voix, à son attitude. N'hésitez pas à sourire, même si vous avez un premier entretien au téléphone avec quelqu'un, je peux vous assurer qu'on l'entend, le sourire. Donc sans en faire trop, montrer de l'engouement. On est toujours un petit peu étonné des fois de voir des candidats qui sont assez atones, qui ne montrent pas forcément beaucoup d'intérêt dans un processus. Ça va dans les deux sens. Donc, montrer de l'entrain avec des éléments tangibles, mais c'est important. Voilà, je disais aussi la tenue vestimentaire, l'arrière-plan évidemment, mais ça peut arriver, ça nous arrivait en entretien, parole de recruteuse, d'avoir des personnes qui derrière elles avaient un fond quand même pas très professionnel, que ce soit un tankerville avec plein de linge ou ce genre de choses. Donc, maintenant, il y a de superbes outils, que ce soit sur Zoom, Teams ou d'autres plateformes qui permettent de flouter. N'hésitez pas à tester ça. Et puis à tester votre connexion aussi en amont, parce que sinon, vous pouvez avoir de mauvaises surprises. C'est un petit peu déstabilisant. Donc, testez bien tout ça. Donc, 3 choses à retenir si vous voulez faire une candidature avec succès en Allemagne. D'abord, déterminez bien votre motivation, puisque comme je vous disais, les recruteurs allemands, ils vont attacher de l'importance à la cohérence de votre parcours. Si vous êtes allé d'un pays à l'autre, donc la France vers l'Allemagne ou l'inverse à un moment, ou même vers un autre pays, attendez-vous à cette question. Donc, pourquoi vouloir venir travailler en Allemagne? Qu'est-ce que vous y attendez? Quels sont vos horizons? Que ce soit des choses que vous avez déjà testées ou pas, il n'y a pas de mauvaise réponse. La cohérence, votre motivation. Important pour vous, c'est important pour vos interlocuteurs. Tenez compte des spécificités culturelles, donc le fait que des valeurs assez fortes comme la sécurité, l'organisation, la ponctualité sont valorisées en Allemagne. En France, ça va plutôt être la créativité. Catherine en parlait dans la conférence d'avant. La créativité, la flexibilité. Donc, adaptez-vous. C'est pas des éléments de cliché, c'est juste une sorte de map, de grille de lecture pour comprendre l'interlocuteur qu'on a en face de soi. Et demeurer surtout, évidemment, professionnel et authentique. Ça ne sert à rien de se faire valoir des compétences qu'on n'a pas forcément et des expériences qu'on n'a pas forcément. Pour l'honnêteté qui va en général faire beaucoup lors du processus. Voilà, donc comme je disais, c'était un petit point assez rapide sur où on a balayé les points les plus importants. Si vous avez des questions très particulières sur un processus de recrutement, sur des éléments de votre CV, même si on ne va pas détailler des CV là tout de suite. Moi, je suis recruteuse, donc j'ai tous les jours en face de moi des candidats, des clients, donc je peux peut-être vous aiguiller. Je vais laisser place à vos questions. Je pense que c'est le plus intéressant et le plus de dialogue on aura, le mieux ce sera. Donc, à vous la parole. Alors, je vois une question de Léonie. Après un entretien, ça vaut-il le coup
De relancer, oui, définitif, comme on dit en allemand. En Allemagne, demandez toujours après, c'est une très bonne question, demandez toujours après un entretien, quelle que soit l'étape, quelle est la prochaine étape justement. Donc, quelle est la prochaine étape? Est-ce que ce sera une visioconférence? Est-ce que ce sera un appel téléphonique ou un entretien physique? Avec qui et sous quel délai? Notez-le vous et faites une relance, alors pas la veille, mais disons 1 ou 2 jours après si vous n'avez pas de retour. Ça vous permettra aussi, à vous, de voir quelle est aussi la Glaubwürdigkeit, la crédibilité de l'entreprise que vous avez en face de vous. C'est important si elle tient les délais ou pas. Ça peut arriver que des sociétés allemandes ne le fassent pas. Donc oui, relancer, ce sera très bien vu. Et n'hésitez pas aussi à demander un contact en amont pour pouvoir bien relancer, que ce soit un mail ou un numéro de téléphone. Quelle est la durée moyenne d'un processus de recrutement? Y a-t-il des tests? Alors, j'imagine. Alors, la durée, c'est très variable. Ça va dépendre souvent de la taille de l'entreprise et donc de la rapidité avec laquelle ils sont en mesure de prendre des décisions. Vous avez en Allemagne des startups comme des PME, comme des très grands groupes. Et nous, on constate que dans les très grands groupes, même en Allemagne, il y a quand même beaucoup de degrés de décision et pas mal de steps d'entretien. Ça peut prendre un peu de temps. Une PME, ça peut aller assez vite. Donc, c'est difficile de vous répondre, mais je dirais de quelques semaines à éventuellement 2 mois, grand maximum. Y a-t-il des tests psychologiques ou autres? Oui, ça peut arriver. Ça nous arrive dans certains de nos processus, mais c'est vrai que c'est quelque chose où on indique en général aux clients que ça peut un petit peu décourager les candidats. Donc, s'il y a une vraie raison, des vraies compétences qu'ils veulent tester, oui. Mais voilà, c'est pas quelque chose qu'on rencontre toujours. Cas d'inactivité professionnelle depuis mi-2019, en partie dû au Covid, vaut-il mieux l'indiquer sur le CV? Oui, tout à fait. Je ne peux pas parler au nom de toutes les sociétés qui recrutent en Allemagne, mais je sais que moi, en tant que recruteuse et tout le monde chez Fradeo, en tant que recruteur, on n'a pas de préjugés sur les personnes qui ont des fameux gaps ou des fameux trous dans leur CV, que ce soit pour Corona ou pour d'autres causes, des personnes qui se sont coupées de leurs enfants pendant une certaine période, par exemple. On peut avoir développé énormément de compétences pendant ces moments-là. Donc, n'hésitez pas à les mettre en avant si vous avez été aussi actif dans des associations et à mettre 2-3 lignes dans votre CV. Quelles sont les différences de recrutement en grandes entreprises, entre les grandes entreprises et les KMU, donc les fameuses kleine und mittelständiges Unternehmen, donc les PME? Ça va être ce que je disais. Dans les PME, en général, vous allez très rapidement avoir ce schéma de 2 ou 3 personnes lors du premier entretien, le RH et les opérationnels, justement parce que les hiérarchies sont beaucoup plus plates et que les décisions sont prises très collégialement. Et puis éventuellement après un dernier entretien avec le CEO, par exemple, pour valider. En général, c'est plus une validation que vraiment un entretien à la fin duquel c'est oui ou non. Donc voilà, c'est ça la différence qu'on observe en général. Tout ce qui est test de personnalité, etc., c'est aussi vu dans les grands groupes que dans les PME. Après, moi, je peux surtout vous parler des PME en général parce que chez Fradeo, c'est plutôt le genre de société qu'on accompagne. Voilà. Et dans les grandes sociétés, on peut avoir un petit peu plus de steps. Est-il possible en Allemagne d'avoir des entretiens en anglais? Oui, tout à fait. Alors plutôt, je dirais dans les groupes plus importants, ou si vous avez, mettons, une société française qui a sa maison mère en France, vous avez une filiale en Allemagne, et dans la filiale en Allemagne, tout le monde parle allemand. Des fois, s'il y a des entretiens où vous vous retrouvez avec des interlocuteurs français et allemands, la langue, ça va être l'anglais, donc plutôt pour une question de compréhension globale. Après, vous avez aussi des PME ou des grands groupes qui ont décidé, pour s'internationaliser, d'avoir une langue de communication qui est l'anglais. Ça se fait de plus en plus. C'est vrai que nous, là, sur les dernières missions qu'on a chez Fradeo, ça se retrouve de plus en plus. Ça n'empêche que ça reste pour une communication dans un cadre international avec interdépartements, mais que vous allez utiliser le français avec les Français et l'allemand avec les Allemands en général. Donc évidemment, c'est important aussi de développer, de creuser un petit peu sur l'anglais, mais toujours en gardant en tête ce que je vous disais sur les codes avec les interlocuteurs allemands. Alors, des aides à la mobilité pour l'installation en Allemagne, c'est une très bonne question. Je ne saurais pas vous répondre honnêtement. C'est pas quelque chose qui est dans nos cordes chez Fradeo, puisque c'est pas à proprement parler un sujet recrutement. Je vous renvoie vers des interlocuteurs tels que l'association Emploi Allemagne, Emploi-Allemagne, une association une organisation d'utilité publique basée à Berlin, avec laquelle on travaille de temps en temps, qui doit pouvoir vous répondre. La directrice s'appelle Madame Bates. Alors, je n'ai pas vu de point d'interrogation. L'anglais est plutôt obligatoire en Allemagne.
Peut-être que voilà, vous vous demandez, ça dépend, ça va dépendre. Il y a des postes où on ne demande pas l'anglais, ou alors un niveau d'anglais vraiment très opérationnel pour la communication en interne. Il y a des postes où c'est vraiment requis, je pense surtout à des postes commerciaux à dimension internationale où on va gérer l'Allemagne, quelques autres pays européens, typiquement la zone DACH, donc la zone germanophone, mais aussi d'autres pays en dehors. Là, oui, évidemment, il faut l'anglais. Mais ça dépend vraiment des offres. Plus de cordes vous avez à votre arc, j'ai envie de dire, mieux c'est. Je suis en train de taper, donc je vais voir. Comment fonctionnent les agences d'intérim? Alors ça, c'est aussi une bonne question. Je ne saurais pas trop vous répondre parce que chez Fradeo, on ne recrute que des personnes, à de très très rares exceptions, en CDI et directement chez nos clients. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent parce qu'il y a des cabinets qui font une sorte de contrat tripartite ou alors comme nous qui sont juste un pont entre les candidats et les clients et c'est finalement les clients qui recrutent. Donc on recrute jamais sous forme d'intérim. Je dois l'avouer. Lorsque quelqu'un n'a pas été retenu pour un job, on peut postuler après combien de temps? Vous voulez dire au sein, monsieur Kamgain, au sein d'un même cabinet ou pour un, enfin j'ai envie de vous dire, voilà, postuler pour autant de postes que vous le souhaitez, tant que vous savez assez bien à chaque fois à qui vous vous adressez, il n'y a pas de souci. Au sein d'un cabinet, en général, on va privilégier votre candidature sur un poste et on ne va pas vous positionner sur plusieurs postes en même temps, simplement par correction envers le client, la société qui est en face de vous. Sinon, de manière générale, n'hésitez pas à multiplier vos chances. Sujet des journées de découverte dans l'entreprise, est-ce plutôt habituel d'avoir une liste de tâches pour la journée, puis une présentation du travail réalisé et pas de présentation à proprement parler de l'entreprise, des RH et des différents services? Alors, on sent que ça parle d'expérience. Je ne sais pas. Ça dépend vraiment. Le fait d'avoir un programme de la journée, ça oui, parce qu'en Allemagne, on va bien voilà, c'est structuré. On va vous expliquer à qui vous allez avoir affaire, sur quel laps de temps, sur votre journée. Si en amont, vous avez déjà eu un entretien, notamment avec les RH, et qu'on vous a expliqué ce que faisait la société, c'est pas étonnant de ne pas le retrouver le jour de l'entretien de découverte. Si en revanche, c'est votre premier échange avec la société, c'est un peu étonnant, effectivement, de ne pas avoir de présentation de l'entreprise. Parce que, comme je vous disais, l'entretien d'embauche étant en échange d'égal à égal, vous allez avoir l'entreprise qui va quand même vous représenter ses activités, se mettre à votre niveau, chercher aussi un petit peu à se vendre, entre guillemets. Donc, si vous n'avez pas ça lors du processus, c'est un petit peu étonnant, en Allemagne en tout cas. Alors, j'avais passé, il y a 5 ans, j'avais contacté une entreprise lors d'un salon. 4 mois plus tard, elle m'a retenue pour un mois en immersion pour me proposer un CDI 3 mois après. Oui, c'est une possibilité. C'est un peu long comme process, mais c'est plutôt une bonne fin. Et monsieur, oula, il y a un peu de chose. Ah oui, monsieur Kamga, c'était au sein d'une même entreprise. On peut repostuler au bout de combien de temps? Moi, je vous dirais repostuler le plus vite que vous pouvez, parce que parfois les offres, on le voit pas on le voit pas forcément sur le site, mais elles vont pas renvoyer vers forcément les mêmes services, des services qui ne dialoguent pas forcément entre eux non plus. Donc voilà, postulez et ce sera à l'entreprise après éventuellement de vous driver sur tel ou tel process. Hein. La société dont vous parlez, monsieur Birenbaum, j'ai pas forcément de jugement à apporter, mais c'est vrai que voilà, ça paraît un peu long d'être contacté 4 mois après un salon, sauf si éventuellement le poste n'existait pas à l'époque. Proposer un CDI 3 mois après, ça me paraît un peu long. Donc il faut vraiment s'assurer qu'on sait bien si la société a vraiment une volonté de recruter. Mais voilà, je ne sais pas de qui il s'agit, donc ça me paraît un peu difficile de vous répondre. Donc oui, effectivement, monsieur Birnbaum avance que les sociétés ne gardent pas forcément les documents de candidature très longtemps. Après 6 mois, les notions de RGPD sont assez importantes en Allemagne. Donc que ce soit au niveau d'une entreprise qui a son propre système de traitement des candidatures ou au niveau d'un cabinet de recrutement qui a un job board, une CV Tech, où vous pouvez poster votre CV. N'hésitez pas à revenir, à actualiser les éléments parce que sinon ça devient vite obsolète et on ne sait pas forcément du coup où vous en êtes et si on peut vous contacter pour des postes pertinents. Après un entretien, est-il apprécié de prendre du temps pour envoyer un petit message de remerciement? Oui, bien sûr. Je l'ai pas mentionné, mais faites-le. Ça pourra jamais être mal perçu. Au contraire. Donc, le lendemain de l'entretien, éventuellement le jour même, sinon le lendemain, prenez le temps de réfléchir. Éventuellement, dans votre message de remerciement, vous mentionnez 2-3 points
qui vous ont plu et qui font que vous validez votre intérêt ou pas. Vous avez aussi le droit de ne pas le valider et ce sera vraiment perçu comme un gage de professionnalisme. Ouais. Et si lors du processus, vous avez aussi des éléments à transmettre, que ce soit parce que vous avez préparé une petite présentation avec des exemples de références ou avec un portfolio, ça peut être le cas sur des postes en communication marketing, n'hésitez pas, ça vous permettra de vous démarquer, de donner des éléments, des billes un peu pour prendre sa décision à l'entreprise. Est-ce qu'un niveau A2 en allemand peut être suffisant pour postuler? Oui, ça c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Quel niveau de langue pour postuler en Allemagne? J'aurais tendance à vous dire qu'un niveau A2, c'est un peu faible. Nous, on considère qu'un niveau professionnel, donc qui permet d'avoir un échange fluide sur des questions quand même assez techniques, même si on peut toujours acquérir du nouveau vocabulaire, c'est un niveau B2. Minimum B2, l'idéal étant un C1. Nous, on considère chez Fradeo que le C2, c'est vraiment un natif, donc quelqu'un qui a grandi dans la langue, qui a un des deux parents qui est de la nationalité, etc. Voilà, moi, je me considérerais par exemple C1 en plus, on va dire en allemand, mais il faut minimum un B2, je dirais. Sinon, travailler effectivement sur vos compétences linguistiques, ce serait mon conseil. Alors, je vais prendre juste 2-3 dernières questions. Quels sont les faux pas en communication non verbale ou sujets à éviter lors d'un entretien d'embauche? Alors, sachez là encore, il n'y a pas de règle et ça va beaucoup dépendre de la personne que vous avez en face de vous, de son statut aussi peut-être dans l'entreprise, des éléments sur lesquels elle est amenée à vous répondre. Il y a assez peu de small talk en allemand. Donc, en Allemagne, si vous voyez que spontanément, l'interlocuteur qui est en face de vous parle du beau temps, vous parle un petit peu, vous répondez en quelques phrases, mais ne commencez pas à vous épancher sur votre famille, sur votre quotidien. Vous allez voir que la personne en face vous met très rapidement un stop sinon. Donc, si vous avez une question type small talk, répondez en 1 ou 2 phrases, ça détendra l'atmosphère. Sinon, c'est pas rare que vous tombiez directement dans le vif du sujet et c'est assez normal. Il y a vraiment une distinction entre le professionnel et le personnel en Allemagne. Ça se traduit par des éléments très concrets aussi que ma collègue Catherine pourrait vous décrire encore mieux que moi. Mais voilà, les horaires de travail, on commence assez tôt en Allemagne, on finit assez tôt aussi pour avoir du temps. On mange du coup assez peu de temps aussi, une petite demi-heure en général. Donc ça va assez vite au travail, très efficace, et après on passe sur la vie personnelle et ça se retrouve un peu dans les entretiens d'embauche. Donc au début, ça peut être comme ça, au cours du processus, ça peut peut-être entre guillemets se détendre un petit peu, mais il n'y a pas d'erreur de communication à proprement parler, si ce n'est de peut-être trop vous épancher sur des points personnels. Voilà, soyez confiants, ne vous épanchez pas trop non plus, ne vous justifiez pas trop sur certains gaps, etc. Mettez en avance vos compétences, ce que vous avez appris lors de vos expériences et ne vous justifiez pas trop. Alors, je vais finir sur cette question parce qu'elle me permet de vous renvoyer vers un espace du salon dont je ne sais pas si tout le monde a conscience. Pour se faire aider, pour corriger votre CV en langue allemande et votre lettre de motivation Bewerbungsschreiben, je vous redirige vers l'espace conseil carrière. Donc, si vous allez dans le menu aller ou go ou gehen, en haut à gauche de votre écran, vous allez voir espace conseil carrière, Treffpunkt carrière. Vous y trouverez 5 coachs qui sont tous spécialistes du franco-allemand avec différents points de spécialité, on va dire, et qui peuvent vous aider sur des choses très concrètes comme la relecture de votre CV ou de votre lettre de motivation ou bien même votre projet professionnel en général, que ce soit parce que vous entrez dans le monde du travail ou parce que vous êtes dans une logique de reconversion professionnelle ou de changement de carrière. Je vous redirige vers ces personnes-là. Le stand Fradeo que vous trouverez dans le hall d'exposition, c'est plus pour faire part de votre projet en quelques points clés et pour nous transmettre votre CV pour qu'après on puisse vous recontacter pour des postes pertinents. Voilà. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre temps. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les transmettre par mail. Vous avez mon mail donc dans la slide qui s'affiche au milieu, alicebillard@fradeo.com. Vous avez aussi des liens vers des articles respectivement sur le CV, la lettre de motivation et l'entretien d'embauche, qui sont beaucoup plus détaillés que tout ce que j'aurais pu vous donner aujourd'hui, qui ont été rédigés par Fradeo, de vive voix, de voix commune avec tous nos collègues. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter sur notre site dans l'onglet candidat. Et puis, je vous renvoie aussi vers notre stand Fradeo où on recrute aujourd'hui, en ce moment, sur des postes de recruteurs. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire appel à nous. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous retrouve donc pour la prochaine conférence qui est à 14h45 avec ma collègue Catherine Graff sur un sujet encore sur l'interculturalité franco-allemande en allemand.
Et je vous souhaite une très bonne continuation sur le salon. Au revoir.